Ces dernières années, on voit de plus en plus de personnalités non expérimentées en alpinisme gravir avec succès le Mont Blanc. Chaque année, c'est entre 15 000 et 20 000 personnes qui tentent d'atteindre le toit de l'Europe, et quand on compare ce sommet à des mastodontes comme le Mont Everest ou encore le K2, on pourrait facilement avoir l'impression que le Mont Blanc, c'est une montagne facile à gravir. Mais est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que toi, demain, tu pourrais atteindre le sommet du Mont Blanc sans expérience et avec une bonne condition physique? Pour répondre à cette question, nous allons retracer dans les moindres détails le déroulé d'une expédition type jusqu'au sommet du Mont Blanc. Les conditions d'obtention du permis d'ascension, la préparation physique avant le départ, le prix total que coûte une expédition, les différentes voies plus ou moins dangereuses à emprunter, le matériel utilisé pour survivre. Bref, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de vous faire une petite idée de la réelle difficulté et des risques liés à l'ascension du Mont Blanc. Moi c'est Bugs et sur cette chaîne on parle de sport, alors ne perdons pas plus de temps. Partons ensemble à la conquête du toit de l'Europe et commençons par la base des bases. Comment obtenir le permis d'ascension? C'est logiquement la première question qu'on doit se poser avant de commencer notre préparation physique et nos entraînements, car oui, le Mont Blanc n'est pas un sommet open bar, il faut obtenir un permis d'ascension pour le gravir. Avant de découvrir tous les critères d'éligibilité demandés, faut savoir que ce permis a été mis en place pour deux raisons principales. Tout d'abord, il permet d'interdire l'accès à la montagne à des personnes dites à risque, et cela permet aussi et surtout d'éviter la surpopulation. Alors certains d'entre vous ne s'en rendent peut-être pas compte, mais oui, la surpopulation en alpinisme c'est un problème de plus en plus fréquent. Et l'exemple le plus frappant, c'est celui du Mont Everest. Regardez ces images, des véritables bouchons à plus de 8500 mètres d'altitude qui constituent un véritable danger à la fois pour les alpinistes et pour la montagne. Pourtant, comme le Mont Blanc, il faut aussi un permis d'ascension pour gravir l'Everest. Sauf que pour maximiser leurs profits et pour répondre à la demande de plus en plus forte, certaines agences d'expédition népalaises délivrent chaque année de plus en plus de permis d'ascension, ce qui cause ce genre d'embouteillage et ce genre d'accident. Sans parler de l'impact écologique non négligeable. Évidemment, pour ce qui est du Mont Blanc, la situation est moins extrême. Depuis 2019, en plus de l'instauration des permis d'expédition, un quota de 214 alpinistes par jour est mis en place par les autorités pour lutter contre la surpopulation sur la montagne. Avant cette mesure, le Mont Blanc faisait souvent mauvaise presse à cause de ses problèmes de surpopulation, et depuis, ça s'est calmé. Après voilà, certains pensent que 214 alpinistes par jour c'est trop, tandis que d'autres trouvent ce nombre raisonnable. Mais maintenant, penchons-nous sur toutes les conditions d'obtention du permis d'ascension et aussi de son prix. Ouais, parce que gravir le Mont Blanc, ça sera pas gratuit. Pour ce qui est des conditions requises pour obtenir le permis, elles sont franchement plutôt soft. Pour faire simple, il ne faut pas souffrir de maladies cardiaques ou handicapantes, logique quand on connaît l'impact de l'altitude sur le corps humain, on en reparlera un peu plus tard. Il faut aussi avoir un minimum d'expérience en alpinisme, ça passe par l'apprentissage du vocabulaire et du lexique de la discipline, des différentes méthodes de grimpe, et ça passe aussi par des stages sur le terrain. Ça aussi, on en reparle juste après. Et pour finir, il ne faut pas se trouver dans une tranche d'âge trop extrême. Genre si t'as 5 ans ou 93 ans, il y a peu de chances qu'on te délivre un permis. Mais concernant ce dernier point, faut savoir qu'avant la mise en place de ce permis d'ascension, il est déjà arrivé que de très jeunes enfants tentent l'ascension du Mont Blanc accompagnés de leurs parents. En 2014 par exemple, des gendarmes ont intercepté un père de famille autrichien et son fils de 5 ans sur le Mont Blanc à plus de 3200 mètres d'altitude, une altitude où la température peut atteindre les moins 20 degrés accompagnée de rafales de vent pouvant atteindre les 150 km/h. Pour un gosse de 5 ans, je pense qu'il y a mieux. En juillet de cette même année, un autre père de famille a été arrêté avec ses enfants de 11 et 9 ans, mais depuis la mise en vigueur du permis d'expédition, il n'y a plus ce genre de problème et le record de Valérie Schwartz restera sûrement invaincu pour toujours. Valérie Schwartz, c'est la plus jeune personne à avoir atteint le sommet du Mont Blanc. C'était en 1991 et elle avait 7 ans. Certains d'entre vous connaissent sûrement déjà cette histoire, je l'ai récemment racontée sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, petite parenthèse, j'en ai jamais parlé ici, mais en plus des contenus longs comme celui que vous êtes en train de voir, je raconte aussi des petites histoires en format vertical sur Insta et TikTok. Bref, pour résumer simplement, si t'as déjà une petite expérience dans le milieu de l'alpinisme, que t'es pas trop jeune ni trop vieux et que t'as pas de problème de santé majeur, alors globalement, il y a peu de chances qu'on te refuse l'accès à la montagne. Mais maintenant, faut savoir combien ce permis coûte. Alors sur le papier, le permis d'ascension en lui-même, il est gratuit. Mais ce que je ne vous ai volontairement pas dit plus tôt, c'est que dans les conditions d'obtention du permis, il est indiqué qu'il est obligatoire de réserver une place dans au moins un des 3 refuges présents sur la voie normale, à savoir celui du Goûter, de Tête Rousse ou encore du Nid d'Aigle. Retenez bien le nom de ces 3 refuges, ce sera important pour la suite. Ces refuges, ils permettent de limiter le nombre de grimpeurs à leur capacité d'accueil pour éviter la surpopulation, et vous vous doutez bien qu'une place dans un refuge, c'est pas gratuit. Mais franchement, c'est très abordable, comptez entre 35 et 60 € par nuit en moyenne,
moyenne, plus des suppléments de quelques dizaines d'euros pour les petits déjeuners et les repas sur place. Bon, là certains pourraient se dire qu'en fait une expédition sur le Mont Blanc, bah c'est pas si cher que ça. Hein, détrompez-vous. Faut quand même en faire des économies pour fouler le pied sur son sommet. Hein. Tout d'abord, parlons du prix des stages d'initiation. Ouais, comme je vous le disais plus tôt, il faut développer au préalable une certaine expérience en alpinisme pour prétendre au permis d'ascension, et pour apprendre le métier, quoi de mieux que de participer à un stage d'initiation sur le massif du Mont Blanc. Ces stages y permettent aux plus débutants de se familiariser avec les différentes techniques de l'alpinisme, savoir s'encorder, manier un piolet, s'acclimater. Ce sont des compétences qui demandent de l'entraînement et il ne faut surtout pas négliger leur apprentissage. Ces stages y durent près d'une semaine et ouais, c'est un certain budget. Rien qu'avec cette info, je crois que j'en ai démotivé pas mal, mais c'est pas fini. Faut aussi penser aux frais de location du matériel nécessaire à l'expédition. Les crampons, le casque, les chaussures adaptées, le baudrier, le piolet et j'en passe. Pour cela, comptez entre 100 et 200 euros de plus. Rien qu'avec le prix des refuges, des repas, de la location du matériel et du stage d'initiation, la facture, elle peut facilement atteindre les 1500 euros, sans compter les frais de déplacement. Mais il nous manque encore le plus important. Je parle bien entendu des guides qui vont nous accompagner tout au long de la montée. Se faire accompagner par un guide est primordial, surtout lorsqu'on est débutant. Ça coûte généralement entre 700 et plus de 1200 euros par personne. Et il faut aussi savoir que leurs frais de déplacement et de nourriture seront à notre charge durant toute la durée de l'expédition. En bref, pour une expédition complète sur le Mont Blanc, tout frais inclus, faut bien débourser 3000 à 3500 euros quoi. Alors évidemment, il est aussi possible d'envisager une expédition sur ce sommet pour bien moins cher. Pour un alpiniste qui possède déjà l'expérience et le matériel, les prix sont bien moindres. Mais comme je vous le disais plus tôt, partons du principe que nous n'avons aucune expérience dans le milieu de l'alpinisme et que nous avons un budget plutôt large pour l'expédition. On se fait plaisir, c'est moi qui régale. Maintenant qu'on connaît les conditions générales du permis d'ascension et les dépenses principales qu'on va devoir assumer, il est maintenant temps pour nous de rentrer dans le vif du sujet. La question qu'on va se poser maintenant, c'est quand est-ce qu'on part? Quelle est la période idéale pour gravir le Mont Blanc en minimisant au maximum les risques? L'hiver? Non. En hiver, les températures tombent facilement sous la barre des -20, -25 degrés en altitude et la météo à cette période est bien plus instable. À de telles altitudes, le temps peut soudainement changer en l'espace de quelques minutes, il est plus difficilement prévisible et se prendre une tempête en pleine expédition à plus de 4000 mètres d'altitude, bon, je déconseille. Voilà, La période idéale pour une expédition sur le Mont Blanc, c'est entre fin mai et fin septembre. Durant ces mois, les conditions météorologiques sont généralement plus stables, le temps est plus clair, les températures sont bien plus agréables et ça, c'est essentiel pour la sécurité et le succès de l'ascension. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y a 2 ans, la température sur le sommet du Mont Blanc a dépassé les 10 degrés. 10 degrés à plus de 4800 mètres d'altitude dans les Alpes, c'est pas normal. Pour vous dire, quand il fait plus de 0 degré sur le sommet, le temps est presque considéré comme caniculaire là-haut. J'imagine pas la température qu'il fera là-haut dans plus de 10 ans, hein, je sais pas vous. Bref, en plus des températures plus supportables, les jours sont plus longs en été et ça aussi c'est bon à prendre. On le reverra un peu plus tard, mais pour gravir le Mont Blanc, il faut se lever très tôt et vous vous doutez bien qu'évoluer en pleine nuit noire, c'est pas l'idéal. Plus le soleil est présent, mieux c'est. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, c'est officiel. Nous partirons le 1er septembre. Septembre, c'est un des mois les plus intéressants comparé à juillet et août qui sont des mois où le Mont Blanc connaît généralement une affluence bien plus forte. En septembre, on pourra bénéficier des températures estivales et il y aura moins de monde. Bref, c'est tout bénef. Et maintenant qu'on a cette date en tête, notre entraînement peut commencer. Pour se préparer à l'ascension, il est recommandé de commencer l'entraînement 3 à 4 mois à l'avance. Donc si on veut partir le 1er septembre, l'idéal serait de commencer l'entraînement, maintenant, on est le 3 juin à l'heure où je tourne cette vidéo. Ça fait un tout petit peu moins que 3 mois, je vous l'accorde. On va dire que ça passe. Bon, au programme pour nos 3 mois d'entraînement, beaucoup d'activités d'endurance, de longues randonnées en montagne avec du dénivelé, du footing, du vélo 2 à 3 fois par semaine. En bref, il faut entraîner son cardio et développer sa masse musculaire pour pouvoir assumer les dizaines d'heures de marche sur les flancs du Mont Blanc et pour minimiser l'impact du mal aigu des montagnes. C'est le danger invisible pour chaque ascension en haute altitude. Plus tu prends en altitude, plus l'oxygène se raréfie et plus la pression diminue, ce qui a pour effet de ralentir l'entièreté de ton corps. À plus de 4800 mètres, chaque pas demande un effort physique très important et à de telles altitudes, avancer d'une dizaine de mètres seulement peut prendre de très longues minutes. C'est pour cette raison qu'il faut absolument préparer notre cardio et gagner en masse musculaire pour assumer l'impact de l'altitude une fois engagé sur la montagne. Le jour J arrive maintenant à grands pas.
Nous nous sommes correctement entraînés plusieurs fois par semaine durant ces 3 derniers mois et nous avons terminé notre stage d'initiation de 5 jours sur le massif du Mont Blanc. On sait désormais comment utiliser un piolet, on connaît les différentes techniques d'ascension et surtout, on sait comment s'acclimater. L'acclimatation, c'est l'un des, si ce n'est le processus le plus important à respecter en haute montagne. Il y a quelques instants, je vous parlais du mal aigu des montagnes, le fait qu'avec l'altitude, le corps se ralentit, ce qui rend les efforts bien plus éprouvants. Mais ça, c'est que la partie visible de l'iceberg des galères qui peuvent t'arriver si tu souffres du mal des montagnes. Insomnie, perte d'appétit, nausées, vertiges, confusion mentale, hallucinations visuelles, perte d'équilibre, tout, augmentation du rythme cardiaque pouvant mener dans les cas les plus graves à son arrêt, formation d'œdème parfois mortelle, bref, plein de bonnes choses. Le processus d'acclimatation sert justement à minimiser l'impact du mal aigu des montagnes sur le corps des alpinistes. Le but est simple, s'habituer à l'altitude en ne montant pas d'une traite mais par étapes, pour laisser le temps au corps de s'habituer à de telles conditions. Si là maintenant je me téléporte instantanément au sommet du Mont Blanc sans m'être habitué à l'altitude au préalable, pas sûr que j'en ressorte en forme quoi. Bon certes, l'impact du mal aigu des montagnes est bien moindre sur le sommet du Mont Blanc que sur le sommet du Mont Everest par exemple, mais le danger est bien réel pour autant. Bon, bah je pense qu'on a toutes les infos qu'il nous faut, on est prêt pour le jour J. Jour 1. L'ascension commence. Ok, faut savoir qu'il n'existe pas qu'une seule voie d'ascension pour atteindre le sommet du Mont Blanc. Il en existe plusieurs et la difficulté varie beaucoup d'une voie à une autre. Depuis le début de cette vidéo, vous l'avez bien compris maintenant, on se met dans la peau de débutants qui n'ont aucune expérience en haute montagne. Je vais donc logiquement vous détailler ici l'ascension de cette montagne par la voie la plus simple et la plus empruntée, la voie dite normal. D'ailleurs, dernière petite précision, ce que je vais vous présenter ici, c'est le déroulé d'une expédition type, mais cela ne veut pas dire que chaque expédition sur le Mont Blanc suit exactement le même parcours que je vais vous présenter. Et je vais pas rentrer dans les détails beaucoup trop pointus et techniques, le but de mes contenus c'est de vulgariser et je préfère le préciser, c'est quand même important. Bref, le jour de notre départ, notre première étape est de prendre le tramway du Mont Blanc depuis Saint-Gervais-les-Bains jusqu'au Nid d'Aigle, le premier refuge de notre expédition, situé à 2412 mètres d'altitude. De là, on va pouvoir commencer notre ascension vers notre second refuge, celui de Tête-Rousse, situé 800 mètres plus haut, à 3167 mètres. Cette première étape de l'ascension, elle est plutôt simple. Nous sommes encore situés à une altitude modérée, les conséquences du mal de montagne ne se font pas vraiment ressentir pour le moment. En bref, tout se passe bien pour l'instant. Les vallées sont sèches car c'est l'été. Avec un bon cardio, il n'y a pas vraiment de soucis à se faire pour l'instant. Après environ 1 heure de marche depuis le refuge du Nid d'Aigle, on atteint la baraque des Rognes située à 2768 mètres d'altitude. Un endroit franchement sympa pour observer les bouquetins locaux et pour prendre une petite pause avant de repartir. Faut bien en profiter parce que la suite de l'ascension ne sera pas de tout repos. Et c'est après 2h30 de marche que nous atteignons le deuxième refuge, celui de Tête-Rousse, situé à 3167 mètres d'altitude. L'occasion pour nous de prendre une pause pour manger, car il est déjà midi, et maintenant notre objectif est d'atteindre le troisième refuge, celui du goûter, avant la tombée de la nuit. Et si pour l'instant notre ascension s'est déroulée sans grande difficulté, vous allez voir, ça va bien se corser. Le troisième et dernier refuge, il est situé sur l'aiguille du Goûter à 3835 mètres d'altitude, mais pour atteindre ce refuge, il va falloir passer le très redouté couloir du Goûter, aussi connu sous le nom de Grand Couloir. De 1990 à 2017, 102 personnes ont perdu la vie et 230 ont été blessées rien que dans cette section de l'ascension. Et ce couloir est chaque année de plus en plus dangereux à traverser. Pourquoi il est aussi dangereux, me direz-vous? Extrait. Les éboulements ne sont pas rares dans cette section, bien au contraire. Et quand une immense roche commence à dévaler la pente, il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est d'espérer qu'elle ne croise pas ton chemin. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ces éboulements, les précipitations, la fréquentation du lieu et la température en font partie. Et l'été est une période où les chutes de pierres sont particulièrement nombreuses. Avec les températures plus fortes, la neige qui retient les pierres, elles font. Il est primordial d'avoir un casque sur cette section de l'ascension pour maximiser ses chances de survie en cas de choc frontal avec une pierre par exemple. Je suis pas du tout sûr de ce que je vais dire, mais je pense que se prendre une pierre de plus de 50 kg dans le crâne, ça doit pas vraiment faire du bien. Je pense qu'en voyant ces images, certains d'entre vous doivent actuellement se dire qu'ils ont peut-être un peu trop sous-estimé la difficulté et la dangerosité du Mont Blanc. De plus en plus de chercheurs et d'alpinistes tentent de trouver une alternative plus sûre à ce couloir. Par exemple, des études ont récemment été menées sur l'arête Payot située proche du couloir, mais compte tenu de l'instabilité de la roche, cet itinéraire a été désigné comme encore plus dangereux. Donc ça, c'est pour l'instant la voie la plus sûre. Rassurant, hein? Bon.
Partons du principe que la chance est à nos côtés. Heureusement pendant notre passage, aucune pierre nous est tombée dessus, ça fait plaisir. Et c'est après plus de 3 heures de marche que l'on arrive enfin au refuge du goûter. Un refuge idéal pour prendre des forces et pour bien s'acclimater. À plus de 3800 mètres d'altitude, le mal des montagnes se fait de plus en plus ressentir. Il est difficile de trouver le sommeil, la fatigue est présente et l'oxygène se raréfie. Demain sera une journée rude. Heureusement, pour bien récupérer des efforts de la veille, c'est grasse matinée pour tout le monde. Évidemment, c'est une blague, programme ton réveil pour 2h30 du matin. Effectivement, la nuit est plus que courte, mais on n'est pas là pour dormir, on est là pour atteindre le sommet. Après avoir enfilé lampe frontale, chaussures, crampons, combi, on quitte le refuge du goûter, direction le dôme du goûter. Ça fait beaucoup de goûter, ouais, faut suivre. Le dôme du goûter, c'est le 3e plus haut sommet des Alpes. Son sommet est situé à environ 4300 mètres d'altitude. À cette altitude, la neige, elle tient encore, mais le mal des montagnes commence à sérieusement faire de l'effet. Tu sens que ton corps marche au ralenti. Il est de plus en plus difficile de reprendre ton souffle et chaque petit pas est éprouvant. Ah oui, et évidemment, à 3h du mat, il fait nuit noire. La journée commence par ni plus ni moins que 3 heures d'ascension sous gros dénivelé en pleine nuit. Ça doit bien réveiller tout ça. Pour cette section, les crampons et le piolet sont plus que nécessaires. Non, parce qu'avec un tel dénivelé, faut mieux ne pas avoir le malheur de glisser. Sinon, ouais, tu te doutes bien que ce serait pas le meilleur des scénarios. Ces 3 premières heures d'ascension sont vraiment éprouvantes et la fatigue commence à sérieusement s'accumuler. Mais il nous reste encore un checkpoint avant l'arrivée au sommet. Il s'agit du refuge Valo. Situé à 4362 mètres d'altitude, cet abri possède quelques couchettes pour se reposer et reprendre des forces. Le sommet du Mont Blanc n'est plus qu'à 2 heures de marche. Ça paraît rien dit comme ça, mais 2 heures de marche à 4000 mètres d'altitude, c'est une autre histoire. Il nous reste 2 grandes épreuves à surmonter. L'arête des bosses, une zone criblée de crevasses atteignant pour certaines les 16 mètres d'envergure. Vaut mieux pas tomber dedans quoi. C'est une zone où les pentes glacées peuvent atteindre les 50 degrés d'inclinaison. Et pour finir, la dernière étape, c'est l'arête sommitale. C'est la dernière ligne droite, une arête très fine qui guide les alpinistes qui sont arrivés jusque là au sommet tant convoité. Et c'est après plus de 6 heures d'ascension, un réveil à 2h du matin et plus globalement 2 jours d'effort que vous atteignez enfin le sommet du Mont Blanc. Évidemment, c'est un moment très beau, très émouvant, mais c'est loin de marquer la fin de l'expédition. Parce que ouais, après l'arrivée au sommet, faut redescendre. Et oui, il va falloir refaire 5 à 6 heures de route en sens inverse pour rejoindre le refuge du goûter avant la tombée de la nuit et repasser par le fameux couloir du goûter lors de la descente. Quand on pense à une expédition en haute montagne, on pense plus facilement à la montée qu'à la descente, alors que la descente est tout aussi dangereuse. Elle s'effectue par le même itinéraire et il va falloir redescendre les 2500 mètres de dénivelé monté à l'allée. On commence donc notre descente une dizaine de minutes seulement après notre arrivée sur le sommet du Mont Blanc. On rejoint le refuge du goûter pour la nuit et le lendemain on redescend jusqu'au refuge du Nid d'Aigle et on regagne Saint-Gervais-les-Bains via le tramway du Mont Blanc, accompagné par cette fierté de l'avoir fait. Ça, c'était pour la voie d'ascension dite normale, mais des voies d'ascension, il en existe bien d'autres. Et maintenant qu'on a découvert en détail les principaux défis que réserve cette voie, est-ce que tu penses que tu aurais les capacités physiques et le mental pour atteindre le sommet? Alors où sort cette vidéo, j'ai sorti du contenu supplémentaire sur ce sujet sur Instagram. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à voir mes autres vidéos sur l'alpinisme, comme celle-ci sur les premières expéditions qui ont eu lieu sur l'Everest, un sujet passionnant et surtout flippant. Personnellement, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau mini docu. Allez, salut!